Je suis Frédéric Rioux, je travaille au marketing de Schneider Electric. Aujourd'hui, on va vous parler de rénovation énergétique et surtout de comment on fait, le cycle complet, l'audit, la conception, les produits qui peuvent servir. Je suis accompagné de Benoît Gilbert, qui se présentera juste après, mais donc président du bureau d'études AREA, études La Roche, et de notre expert technique Yves Capelli, qui vous parlera des produits. Alors, la rénovation énergétique, c'est des chiffres que vous connaissez, 40% de la consommation d'énergie est liée au secteur du bâtiment. C'est le nombre qui fait ça. On a beaucoup plus de bâtiments que d'usines. Et donc, le premier consommateur, c'est les bâtiments. La construction d'un bâtiment émet 1,5 tonnes de gaz à effet de serre par mètre carré. Donc, ce qui vaut mieux, et vu le parc existant, il vaut mieux rénover que détruire ou reconstruire par-dessus. Et donc, la première étape de cette rénovation énergétique, c'est de bien connaître son bâtiment et c'est de faire un audit. Alors, il y a beaucoup de décrets environnementaux. Vous sentez la pression réglementaire que vous avez sur les épaules. Je vous ai mis les principaux, il y en a beaucoup d'autres. La bonne nouvelle, c'est qu'ils sont tous liés. Ils sont là pour favoriser la décarbonation de votre bâtiment. Vous travaillez sur les scopes 1 et 2, tout ce qui est consommation d'énergie, et donc logiquement, réduire vos factures. Le décret tertiaire, je crois qu'il en a parlé juste avant, je ne vais pas vous le refaire, mais vous savez, c'est tous les bâtiments de plus de 1000 m². L'intérêt, c'est qu'il vous situe votre bâtiment. Entre je suis en train de chercher le terme, il vous donne un objectif de réduction en valeur absolue. Donc, il vous donne ce que doit consommer votre bâtiment en fonction de son type, une école, un hôpital, et j'ai un trou, et de sa situation géographique. Voilà, je vais y arriver. Tout ce qui est bâtiment, le décret BAX. Décret BAX, c'est l'obligation d'installer une GTB. Pareil, une GTB, il y a plusieurs types de GTB. Ça vous permet de regarder si vous avez le bon niveau de GTB. Excusez-moi. Le bon niveau de GTB et de voir si, soit vous faites juste la sobriété, vous mettez toutes les températures à 19 degrés, vous allez moins consommer, soit vous essayez d'augmenter le niveau de régulation, de gérer le chauffage au bon endroit, au bon moment. Et puis vous avez la partie audit énergétique. C'est ce que je vais vous parler juste après. Il y a une nouvelle loi d'ADU qui vient d'arriver, qui est l'adaptation de la loi européenne sur le marché français. Donc l'obligation n'est plus basée sur la taille des entreprises, mais sur leur consommation. Vous avez deux seuils. Vous avez le 2,75 gigawattheures qui vous oblige à faire un audit tous les 4 ans. Et vous avez le 23 gigawattheures qui vous oblige à mettre un système de management de l'énergie. Et là, on va vous dire comment on fait sur un audit, vous donner un cas concret. Ouais, bonjour. Benoît Gilbert, bureau d'études AREA. L'audit, je ne vais pas revenir dans la précision de l'audit, qu'est-ce que c'est. Je pense que voilà, vous savez tout ça un petit peu. Rapidement, il y a un état des lieux à faire, l'analyse de tout le bâtiment, que ça soit technique, le bâti, les différentes préconisations qu'on peut faire pour avoir les gains énergétiques escomptés. Et puis bien sûr la restitution, la planification. L'objet, il n'est pas détaillé ici, l'audit énergétique, plutôt de se dire c'est quoi l'audit et comment on peut arriver de passer à l'audit aux travaux. L'audit, c'est d'abord un outil qui est multi-usage, on peut s'en servir. Alors déjà, c'est une prise de conscience, clairement, pour les maîtres d'ouvrage. Prendre conscience de l'état des lieux de son bâtiment, que ça soit à la fois technique et le bâti. Ça peut être un outil qui est également plutôt réglementaire dans le cadre du décret tertiaire pour aller chercher de la modulation.
sur les dossiers techniques à déposer. Et c'est surtout un sujet d'efficacité énergétique. Et du coup, cet audit, je clique sur le... Ouais, le vert. Voilà. Cet audit, il peut être mené de plusieurs manières par la suite. Alors le constat qu'on a, c'est quand même que les audits, peu d'audits sont directement convertis en travaux directs. C'est assez rare finalement. Généralement, on passe plutôt par une phase travaux avec des travaux qui sont connexes. Donc du coup, l'audit est plutôt là pour donner des priorités, des axes de réflexion, mais pas forcément pour dire j'ai fait un audit, voilà mon bâtiment il a ces difficultés-là et tout de suite je cale ça en travaux. D'ailleurs c'est très compliqué parce que d'un audit qui est assez général pour passer avec des entreprises pour réaliser des travaux, c'est quasiment pas possible, ou alors pour des petits travaux du relamping, mais des choses qui sont assez simples. Et après ça, en fait, on est plutôt sur des travaux de maîtrise d'œuvre qu'il faut engager. Alors c'est vrai que l'audit, on en parle depuis déjà quelques années, il y a un large engouement. Mais comme je vous l'ai dit, il sert vraiment deux grandes pistes. Ça sert à élaborer des programmes de travaux. Donc nous, on est amené à faire des audits, puis on est amené à travailler avec des audits après. Je vais vous expliquer un petit peu la suite. Mais ça sert à faire des programmes de travaux, des schémas directeurs, en fait, pour bien rénover et bien comprendre son bâtiment, où il est et quelles caractéristiques il faut intégrer dans les travaux. Donc ça, c'est un vrai sujet. Je vais vous prendre l'exemple d'un bâtiment qu'on est en train de traiter. C'est un site administratif, un bâtiment assez conséquent, 10 000 m². Un audit a été réalisé. Quelques préconisations ont été faites et du coup il y a un programme de travaux qui a été établi. Je peux vous en lister une partie, mais c'est remplacement de la totalité des menuiseries, on conserve les doublages, l'isolation du plancher bas sur parking, réduction des parois vitrées, tout un tas de dispositions. Le respect du décret BAX, le maître d'ouvrage a une vraie volonté de respecter dans son entièreté le décret BAX, et des notions de confort et de consommation. Il y avait des notions de confort sur 30% de réduction sur une valeur post-2021, parce que le bâtiment il était déjà conforme sur le décret tertiaire, donc c'était vraiment un gap mis un petit peu au-delà. Et puis de la vérification de dégradation d'ALJ qu'il fallait qu'on vérifie. Comment ça se traduit? Alors, nous, on a forcément postulé pour ce dossier. Une fois qu'on l'a, derrière, on a des outils qui peuvent être les mêmes qu'on travaillait dans l'audit, mais avec des spécificités et comment on va aller dans une précision qui est un petit peu différente. Alors, ces outils, c'est la simulation thermique dynamique. Je pense que vous en avez tous entendu parler, pour regarder des notions de confort, des scénarios d'amélioration. La simulation énergétique dynamique, on va voir juste dans le slide après comment ça nous apporte sur des solutions très précises de faire des comparatifs. Donc, ça sert surtout à regarder la conformité du décret tertiaire, mais aussi d'avoir des variantes et des petits sujets qui peuvent être pertinents. Le calcul ALJ, donc là, clairement, on avait des grandes façades vitrées. L'idée était de dire on vient masquer les soubassements des parties vitrées pour réisoler les façades, et on ne voulait pas avoir une dégradation trop importante de la lumière qui pénètre dans les pièces. Donc il y a des calculs qu'on est en train de mener sur l'autonomie en lumière du jour. Toute une partie sur la partie géothermie. Le maître d'ouvrage voulait changer son système de chauffage, passer sur de la géothermie, en partie, en tout cas. Donc là, c'est pareil. Ces études permettent de définir la pertinence ou pas de faire un fonctionnement sur du géocooling ou de faire fonctionner les packs. Et puis la pertinence aussi d'avoir un fonctionnement simultané entre du chaud et du froid, qui complexifie énormément les installations. Et on a fait un audit aussi sur la partie décret BAX. Ils avaient une installation de GTB un peu vieillissante, et l'idée était de se dire mon installation actuelle, elle est conforme, pas conforme vis-à-vis du décret BAX, et dans quelle mesure. Donc ces études ont permis
d'aller travailler sur des sujets qui peuvent être très précis. Notamment, le programme de travaux souhaitait, c'était un bâtiment où il y a un grand hall très haut et un hall déambulatoire très grand, très déperditif, obligé de chauffer, qui est chauffé actuellement à 19-20 degrés. Donc en fait, il y avait une vraie notion de vouloir diminuer les besoins sur cette partie-là, et il y avait dans la programmation un cantonnement de cette zone pour abaisser les consignes de température et faire de l'économie d'énergie là-dessus. Nous, derrière, on a pu, via les STD, calculer si ça, c'était vraiment intéressant. Étant donné qu'on refaisait toutes les menuiseries, tous les murs rideaux, il s'avère que, clairement, le coût pour faire ce cantonnement avec la mise à place de portes, de surfaces vitrées à certains endroits, il y avait un coût de 200 000 € à peu près, pour un gain énergétique qui avoisinait les 15 000 kWh par an. Donc en fait, pour le gain énergétique, donc en fait, qui était relativement faible par rapport à l'investissement. Donc les STD, les SED permettent de calculer ça et de mettre en lumière peut-être des idées des fois qui sont préconçues sur certains sujets. Un autre exemple, c'est l'isolation des planchers bas sur parking. On a des grosses poutres dans le parking qui sont très régulières et très rythmées. Donc l'isolation sous face, il n'y a pas de problème. On ne peut pas isoler sous la poutre, il y a des hauteurs à respecter par rapport aux voitures. Et puis la question se pose sur les parois verticales des poutres. C'est quelque chose qui paraît anodin. En l'occurrence, il faut mettre des cornières, remettre de l'isolation. Il y a plus de 500 mètres carrés à fournir. Il y avait un budget d'à peu près 40 000 € pour ça. Le calcul STD et SED permet de voir, nous, dans notre cas, on avait 1000 kWh à l'année si on isolait ou pas ces parois-là. Donc là, clairement quelque chose qui est anecdotique à l'échelle du bâtiment. Et tout ça, bien sûr, au regard des performances escomptées sur l'ensemble, mais ce qui permet de vraiment... En fait, un audit va plutôt être dans les grandes notions, permettre de définir un programme de travaux, et après, quand on passe sur de la maîtrise d'œuvre avec des actions très ponctuelles comme ça, on va pouvoir travailler sur des sujets qui sont très précis. D'autres sujets qui étaient est-ce qu'on met des protections solaires ou plutôt des vitrages avec des facteurs solaires qui sont faibles, et aussi l'impact du rafraîchissement, conso, VS confort, entre guillemets. Est-ce que j'ai besoin de rafraîchir? Si oui, combien ça coûte, entre guillemets, en kilowattheure? Est-ce qu'on est encore dans le cadre du décret tertiaire? Donc en fait, on est parti d'un audit qui est assez général, et après on a travaillé toutes ces notions-là pour pouvoir arriver à des solutions très précises, très techniques, qui vont derrière découler sur des cahiers des charges pour la réalisation de travaux. Donc les travaux après se font, et il y a un vrai sujet sur... alors attendez, si j'ai... Non, voilà. Je ne sais pas comment on revient en arrière. Ok. Les travaux derrière... sur les travaux notamment de suivi, on a un vrai sujet. On met en place des GTB depuis très longtemps, et c'est souvent des sujets qui sont complexes à utiliser derrière pour nos maîtres d'ouvrage. Parce que si on veut suivre toutes les réglementations et avoir quelque chose de vraiment conforme et utile, on a un nombre de points à remonter sur les GTB qui est très conséquent, et il y a un vrai travail derrière d'ergonomie. En fait, on se rend compte que si le logiciel derrière il n'est pas ergonomique, adapté aux besoins du client, en fait la GTB servira peu et peut même avoir un effet qui est à l'inverse assez négatif. Donc là, il y a un vrai sujet de travail avec les maîtres d'ouvrage pour savoir quels indicateurs on ressort, les indicateurs visuels, les slides qu'on peut retrouver après sur les GTB, qui s'en occupe, qui va vérifier, comment ça se passe. Donc ça, c'est un travail qui est souvent mis un peu de côté, et là, c'est là aussi qu'il y a un lien très fort avec les fabricants derrière, pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent proposer pour que ça soit ergonomique, facile à exploiter derrière. Donc là, je peux peut-être te passer la main. Je fais la liaison avec un peu la partie techno sur ce que Schneider peut apporter sur ce sujet-là. Merci Benoît. Bonjour à tous. Yves Capelli, donc je m'occupe de la partie mesure, donc toute l'offre mesure pour la région Grand Ouest. L'idée donc c'est de vous
c'est de vous parler un petit peu de toute la partie donc, mise en phase et réalisation de chantier. Donc on va parler mesure principalement. Donc l'idée, la mesure, on voit que le monitoring est un marché qui est en pleine évolution depuis quelques années et porté par ce que vous ont présenté donc Benoît et Frédéric, donc principalement la réglementation thermique, le décret tertiaire dans l'existant et la RE 2020. Donc ça pousse pas mal la mise en place de compteurs. Un deuxième sujet aussi, c'est le coût de l'énergie, même si on a quelque chose qui est beaucoup plus stable actuellement, on n'est pas à l'abri d'avoir de nouvelles évolutions. Un aspect de performance, une obligation de performance dans l'entreprise, donc une notion de rentabilité. Et puis, on voit apparaître de plus en plus de l'électrification. Donc, on parle de l'électrification des usages, principalement le véhicule électrique en est un, que l'on voit donc tous les jours. Et également la GTB, donc c'est un sujet qui est aussi très présent dans les bâtiments. Donc, avant de rentrer un peu dans le vif du sujet, donc pour Schneider Electric, c'est un double enjeu la mesure. Donc, c'est effectivement d'aller chercher les données de consommation des énergies, tout simplement pour permettre à un client de pouvoir les visualiser, de les comprendre, les analyser, de les comprendre et de pouvoir mettre en place des actions. L'objectif, c'est d'améliorer la performance du bâtiment. C'est également, le deuxième enjeu, c'est lié donc aux données électriques. Donc on parle de données de consommation d'un côté, mais on parle également de données électriques. Et l'idée, ces données électriques, c'est de pouvoir les visualiser, de les comprendre, dans le but d'améliorer la performance du bâtiment, donc la performance énergétique, la disponibilité de l'énergie. Donc c'est également des sujets qui font partie de cet environnement. On parle chez Schneider Electric, on parle souvent de digitalisation du réseau électrique. L'idée, c'est d'apporter tous les éléments pour permettre à un client de mieux comprendre son installation. Vous allez retrouver ici les besoins clients, donc ils sont classés en 3 catégories. Effectivement, le premier besoin, c'est celui que l'on évoque, c'est la mesure de la consommation de l'énergie. Alors, on parle de l'énergie électrique, mais c'est valable et c'est aussi très important, c'est qu'on va parler aussi de la consommation de l'eau, la consommation du gaz. On va avoir une notion de réaffectation de charge, donc on parle d'allocation de coûts, réaffectation de charge, donc ça c'est un sujet qui est aussi demandé par les clients. Et on va parler aussi de l'utilisation de l'énergie, c'est de voir où on consomme et quand on consomme. C'est ce qu'on appelle le fameux talon fixe du bâtiment. Deuxième catégorie donc, de besoins, c'est tout ce qui est lié à la donnée électrique. Donc là, on va les visualiser, donc tout ce qui va améliorer la performance du bâtiment. Donc ça va être le facteur de puissance, ça va être l'équilibrage du réseau électrique, ça va être une notion également de puissance crête. Donc tous ces sujets donc, qui sont également à travailler. Et puis on a un troisième onglet donc, qui est la qualité du réseau électrique. Donc là, c'est le suivi des perturbations en tension qu'on peut avoir sur un site. Voilà. Vous retrouvez ici donc, toute l'offre Schneider Electric. Donc elle est classée en 3 familles de produits. Donc la première, elle est plutôt sur la partie haute. Et l'idée, c'est de positionner ces produits en fonction de là où ils vont se situer dans le réseau électrique du site. Donc on voit ici sur la partie de gauche le réseau, la partie fournisseur, arrivée fournisseur d'énergie, et puis on va voir donc la répartition dans les différentes jusqu'aux charges. Donc la première offre, je ne sais pas si j'ai un pointeur ou pas sur le... Ouais, la première gamme de produits, donc c'est les centrales de mesure, donc ça on va le voir un petit peu plus dans le détail. La deuxième offre, c'est la mesure intégrée dans les disjoncteurs. Il est où mon petit... C'est celle que vous avez complètement sur la partie de droite pour vous. Et la troisième offre, c'est l'offre PowerTag. Voilà. Donc l'idée, c'est d'aller positionner le bon produit au bon endroit. Donc quand on est plutôt sur la partie haute, en arrivée fournisseur, on va plutôt faire le suivi de la calimétrie. Donc on va regarder toutes les perturbations en tension. Et bien sûr aussi toutes les autres données électriques, y compris les consommations. Et pour ce faire, on va soit utiliser un Ion 9000, soit une centrale de mesure PM8000. Donc ça, c'est des produits qui sont à même d'aller voir toutes les perturbations et qui sont des produits donc bidirectionnels, donc qui sont capables de dire si la perturbation elle est côté fournisseur ou elle est côté client. On va retrouver après donc les centrales de mesure PM5000, PM8000, où là, on va plutôt faire les suivis d'harmonique. Et puis on va descendre après dans les autres centrales de mesure, donc où là, on retrouvera moins de performance. Donc ça, c'était la première famille. La deuxième famille, donc les disjoncteurs avec la mesure intégrée. Donc l'intérêt de cette famille-là, c'est de pouvoir à la fois avoir toutes les données électriques,
mais c'est également de pouvoir avoir des notions de disponibilité. C'est-à-dire disponibilité, c'est savoir si mon disjoncteur est ouvert, fermé et déclenché sur défaut. Donc ça, c'est une information qui est très intéressante dans le domaine industriel. Et puis la dernière gamme de produits, c'est la gamme PowerTag, c'est celle que vous retrouvez tout en bas, et qui remonte un petit peu sur la partie gauche. Donc cette gamme-là, c'est une gamme de petits capteurs, donc ce qu'on appelle des capteurs PowerTag, qui vont nous permettre d'aller chercher l'information de la consommation d'énergie de façon simple dans un tableau existant. Donc simple à mettre en œuvre, rapide et facile à paramétrer. Donc on est sur des petits capteurs donc jusqu'à 2000 ampères, donc on voit des modèles 160, 63 ampères en bas, et puis on va remonter à 630 et puis jusqu'à une version souple qui va nous permettre de pouvoir aller jusqu'à 2000 ampères avec 4 calibres, 200, 600, 1000 et 2000 ampères. Juste, oui. La difficulté de rajouter des compteurs dans une armoire existante, c'est la place. On ne peut pas écarter les disjoncteurs pour ajouter des compteurs traditionnels comme ça, là. Et donc avec la famille PowerTag, que ce soit sur les tout petits modulaires, là on ne voit pas bien, mais il est au-dessus, ou sur les gros en dessous, c'est que ça se met au-dessus, en dessous, et justement, ça n'oblige pas à refaire l'armoire, à créer des rails supplémentaires à côté. Et voilà, ça permet de rajouter beaucoup de compteurs dans les armoires. Pour appuyer là-dessus, dans mon exemple moi, de dossiers sur lesquels on traite, on est obligé de rajouter une centaine de compteurs sur les armoires existantes sans remplacer les armoires. Donc il y a un vrai sujet là-dessus, c'est vrai. Remplacer l'ensemble des armoires parce qu'on n'a pas suffisamment de place ou rajouter des coffrets avec des liens, c'est très compliqué. Donc ces solutions-là peuvent aider dans le cadre de rénovation. Merci pour les petits commentaires, c'est top. Donc, alors, voilà, on a vu la partie mesure. Donc, l'idée de ces PowerTag, donc c'est des protocoles de Zigbee en termes de communication entre les PowerTag et la passerelle. Donc, on va renvoyer ces informations de consommation vers une passerelle, donc que vous avez donc ici à l'écran au centre en vert. Et cette passerelle va mettre à disposition les informations de la couche haute. Donc, chose qui est très importante et qui est primordiale d'ailleurs, c'est que cette architecture que vous voyez, c'est toujours la même architecture, quelle que soit la solution que l'on va mettre sur la partie couche haute, que ce soit un logiciel Schneider, que ce soit une supervision existante. Ça, c'est important parce que ça permet d'apporter une continuité à un client qui veut évoluer par la suite. Donc, partie droite, là-bas, vous avez donc toute la partie soft. Et puis, sur la partie de gauche, vous avez donc toutes les informations qu'on vient collecter dans le tableau électrique. Donc, on vient chercher en Zigbee les différentes informations que vous avez vues sur le bas, ici sur la partie basse. On vient chercher donc en Modbus série ou en Ethernet donc différents produits Schneider Electric comme des centrales de mesure, des disjoncteurs. Là, c'est complètement ouvert. Et pas que Schneider Electric, hein, c'est complètement ouvert aussi sur d'autres marques de produits. Et on vient donc collecter ces informations dans l'armoire électrique et on vient les mettre à disposition donc de la couche haute. Alors, j'en profite aussi pour ajouter, vous voyez ici, vous avez des compteurs sur la partie haute, vous avez des compteurs d'eau et des compteurs de gaz. Donc l'idée, voilà, on est bien sur du multi-énergie. Quelques petits produits que vous avez aussi sur le bas. Donc on rajoute aussi dans cet environnement Zigbee de la prévention au risque d'incendie. On sait que les armoires électriques sont des sujets en termes de risque d'incendie. Donc vous avez un petit capteur qui s'appelle un heat tag qui permet de faire de la prévention au risque d'incendie en surveillant la qualité de l'air dans l'armoire électrique. Il vient détecter les particules de l'isolant quand il commence à s'échauffer entre 100 et 200 degrés. Voilà, donc j'en arrive à la solution donc, logicielle. Donc l'idée ici, c'est de structurer un petit peu l'offre en fonction du besoin, et surtout en fonction du type de bâtiment et en fonction de la criticité. Donc vous avez ici donc, deux solutions logicielles que l'on va voir par la suite. Mais avant de parler solutions logicielles, ce qui est aussi important, c'est d'avoir la vision que la passerelle par elle-même, celle que vous avez vue tout à l'heure au centre de l'écran, cette passerelle est à même de pouvoir vous donner des informations avec des pages web. Donc le monitoring, ça commence de façon simple, avec ces pages web directement sur la passerelle. Et si après vous voulez un petit peu plus loin, donc vous avez une solution donc, qui s'appelle Energy Hub, qui est une solution donc, cloud. L'idée, c'est que l'on monte les informations sur un cloud Schneider Electric et on va les restituer avec un abonnement. Cette solution, l'avantage du cloud, c'est que c'est une solution qui est économique. Hein, il y a peu d'investissement. On va avoir une solution qui va être facile et rapide à mettre en œuvre dans l'heure qui suit. Le client a les données qui vont redescendre, tous les dashboards qui vont redescendre et qui vont être disponibles. Et on va pouvoir faire comme ça du multisite, la visualisation des énergies, faire de la comparaison site par site, bâtiment par bâtiment, ou pourquoi pas départ par départ. Voilà, donc c'est une solution qui est sortie il y a maintenant 2 ans et qui est plutôt très facile, très intéressante.
De l'autre côté, vous avez la solution Power Monitoring Expert. Donc là, on est plutôt sur du bâtiment industriel ou un bâtiment tertiaire critique. Où cette solution, c'est un outil, un PME, c'est un outil de management de l'énergie, certifié ISO 50001, qui va vous permettre de pouvoir générer ce qu'on appelle des indicateurs de performance énergétique, hein, tout simplement ce qu'on appelle les IPE, qui vont permettre de faire des ratios entre une consommation énergétique et une production. Et là, donc, on a une solution donc, qui est personnalisée et avec un coût donc, qui va être supérieur. Mais chose qui est importante, c'est que c'est une licence. Le client il achète sa licence, la solution elle est installée chez lui. Donc, pour un client industriel ou un data center, c'est plutôt quelque chose qui est important pour eux. Voilà. J'avais oublié de vous préciser, hein, donc Energy Hub, on est plutôt sur une solution côté tertiaire, petit et moyen bâtiment, tertiaire et industriel. Voilà. Donc simplement juste pour résumer, donc, vous avez vu donc il y a trois besoins clients. On va retrouver donc 3 solutions logicielles. Et puis, ce que je n'ai pas évoqué non plus, c'est qu'il y a 3 passerelles disponibles. Donc une passerelle entrée de gamme, une passerelle milieu de gamme et une passerelle haut de gamme en fonction de ce que l'on veut faire. Voilà. Merci pour votre écoute. Merci. Appui pour la conclusion. Donc vous avez compris, l'audit, c'est la façon dont on va mieux connaître son bâtiment. Et c'est d'arriver à se projeter un audit. On va regarder la partie passive. Les stores, les brise-soleil, l'isolation des murs, la partie active aussi, hein, là on parlait de la GTB, de la régulation. Et donc pour ça, ce qu'on vous conseille quand c'est un audit, quand c'est un audit que vous avez choisi, si c'est un audit réglementaire, vous n'avez pas le choix, c'est travailler avec une société compétente et certifiée. Elle a dû faire une formation, être certifiée. La finalité de l'audit, c'est d'avoir différents scénarios chiffrés avec un ROI pour permettre aux maîtres d'ouvrage de bâtir sa feuille de route. Voilà, de voir où il va investir, à quel moment, voilà, d'avoir les informations principales. Et puis après, effectivement, il faut affiner en fonction de ce qu'il va choisir. Nous, Schneider, là-dessus, on a des produits, effectivement, et puis on essaye d'apporter un peu d'accompagnement. Ce que vous avez là, alors, je ne sais pas si vous le voyez avec le pupitre, on a sorti 2 guides pour les bonnes pratiques des audits, partie tertiaire et partie industrielle, voilà, où on donne la méthode pour être conforme à la norme et mener l'audit jusqu'au bout. Est-ce que vous avez des questions ? OK. Dans les outils, je vous ai parlé de décret tertiaire et des valeurs absolues. C'est compliqué. Donc on en est au 5e décret. Il doit y avoir des dizaines de pages de texte. On a fait un petit utilitaire très facile. En une dizaine de clics, vous arrivez à déterminer directement la valeur absolue de votre bâtiment. Pour définir la classe de GTB, c'est pareil, c'est très compliqué. La norme est très dense et on a un petit utilitaire aussi pour vous permettre de déterminer la classe de GTB. Et ensuite, vous pouvez aller jusqu'au calcul de C2E pour avoir une notion de la subvention que vous pouvez avoir pour rénover ou installer une GTB.